Nous sommes à présent en plateau avec Nathalie Janson, professeure associée d'économie chez Neoma Business School. Bonjour Nathalie. Bonjour Nicolas. Alors on va parler avec vous un petit peu de l'actualité économique de cette dernière semaine. Et alors celle qu'on n'a pas pu louper en France cette semaine, c'était le prélèvement à la source. On devait y aller, puis finalement on n'y allait plus. Puis finalement le président voulait vérifier. Puis le ministre du budget disait on vérifie mais on est prêt. Et finalement on y va. Pourquoi est-ce qu'on a autant hésité économiquement? Pas politiquement mais économiquement. Économiquement, sans doute qu'effectivement il y avait des préoccupations par rapport à la capacité des Français à digérer la nouvelle et à se comporter vis-à-vis de cette nouvelle façon de payer l'impôt. Maintenant, pour la majorité des Français, de toute façon, en économie, on sait bien que quand on sait qu'on paye l'impôt, on va épargner pour pouvoir le payer. Donc, quelle que soit la façon dont on le paye, on le paiera inévitablement. Après, dans la complexité ou dans les détails, peut-être qu'effectivement, on a des choses qui n'étaient pas très claires, notamment au niveau du traitement des crédits d'impôt. Donc, comment effectivement faire en sorte que les Français n'aient pas à avancer, à faire d'avance sur ces crédits d'impôt. Mais globalement, effectivement, ça a été beaucoup de bruit pour pas grand-chose. D'autant plus que, comme tout le monde le sait, la France en fait est un des derniers pays en Europe à ne pas l'avoir mis en place, à part la Suisse. Et après, c'est un choix. Souvent, les pays le mettent en place parce que c'est un moyen de se garantir en fait le paiement de l'impôt, tout simplement. Donc c'est sans surprise. Exactement. Donc c'est sans surprise que des pays, par exemple comme l'Italie, l'ont mis assez rapidement en place parce que on est certain de pouvoir minimiser l'évasion fiscale, ce qui n'est pas un gage du tout puisque l'Italie, l'évasion fiscale est importante. Voilà. Mais en France, effectivement, c'était pas un grand sujet puisqu'on est très discipliné au niveau du paiement de l'impôt. L'évasion fiscale n'est pas très importante par rapport à d'autres pays. Et on avait un lobby tout simplement de l'administration publique qui voulait garder son précaré en matière de traitement de l'impôt. Et parce que la crainte, en fait, c'était la perte du pouvoir d'achat. Mais alors, en fait, on a un peu de mal à comprendre vu de l'extérieur parce qu'on se dit, en fait, l'impôt que je le paye au début ou à la fin de l'année, enfin au début de mois ou à la fin de l'année, je le paierai quoi qu'il arrive. Donc, j'ai pas de perte de pouvoir d'achat. C'était juste un effet psychologique. Complètement. D'autant plus qu'en France, la majorité des Français sont mensualisés. Donc, c'est effectivement vraiment une histoire on accouche vraiment d'une souris puisque ce n'est pas du tout un problème en soi économiquement et en termes de comportement, les ménages français vont rien changer à leur comportement, mis à part ces petites difficultés techniques par rapport au crédit d'impôt, mais voilà. Et alors je le rappelle parce qu'on échangeait avant cette émission sur le sujet, on l'a eu en France, le prélèvement à la source, on l'a eu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Oui, on l'a eu parce que, encore une fois, pour un but d'efficacité. C'était un moyen de contribuer à l'effort de guerre, donc de mobiliser les ressources parce que, comme je disais auparavant, on va directement à la source, donc on a moins de possibilités en fait d'évasion et on maximise en fait le rendement de l'impôt en le faisant de cette façon. Maintenant, évidemment, ce qui est dommage lorsque le prélèvement à la source a été fait, c'est que on n'en a pas profité pour réformer l'impôt. On n'a fait que transposer l'impôt existant. Ce sera peut-être du coup les prochaines réformes menées, mais une à la fois. Si on reste en France, il y a aussi cette question de la croissance. Alors là, je le disais en introduction, la cote de popularité d'Emmanuel Macron est en chute libre. Bon, ça c'est la rentrée, j'ai envie de dire. Il y a des engagements qui avaient été pris au niveau de la croissance. Qu'est-ce que vous en pensez? Vers quoi on se dirige aujourd'hui? Pour ce qui est de la croissance, en France, je pense que c'est un mal récurrent. On n'a pas une croissance très forte, mais on peut analyser ça comme un dilemme entre un pays qui est en effet qui a une protection sociale relativement élevée et qui va avoir effectivement du coup une croissance modérée. Donc, quand on regarde les différents pays autour de nous, les pays un peu plus libre marché, les pays un peu moins libre marché, un peu plus protecteurs, on se rend bien compte qu'il y a un lien de causalité entre l'importance des prélèvements obligatoires et la dynamique de croissance. Donc en effet en France, il sera difficile de s'attendre à une croissance dynamique parce que c'est un peu le modèle social choisi et en plus ce modèle social, même si on peut espérer qu'il soit un peu plus dynamique, parce que peut-être qu'on peut le rendre plus dynamique, pour le moment, comme je disais précédemment avec le prélèvement à la source, on ne s'attaque pas en fait au problème de fond, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien se dire qu'on veut une administration plus performante ou qu'on veut avoir une allocation en fait, parce que quand on a un problème de déficit budgétaire ou de dette publique, il faut faire des choix de dépenses publiques.
Et en France, en fait, on ne fait pas de choix. C'est-à-dire qu'on continue à intervenir un peu partout et on continue à être actionnaire, on continue à avoir un État actionnaire, donc dans Air France, dans Renault, enfin il y a beaucoup. Donc on se disperse. Et il y a quelques mesures qui ont été prises justement pour se désengager d'un certain nombre d'entreprises. Bien sûr, mais je pense que c'est pas suffisamment clair. C'est-à-dire que si on voulait vraiment avoir une réforme d'envergure, il faudrait remettre à plat et dire voilà, ça ce sont mes choix, ce sont mes priorités. Par exemple, je veux miser sur l'école, sur la santé, et du coup je me désengage de plein d'autres choses. Mais en France, on n'est pas arrivé là, et en effet, du coup ça donne cette situation un peu molle où on a des embellis mais qui ne sont jamais très fortes. On est dans un contexte avec les tensions commerciales pareil qui n'ajoutent pas, et puis on a, comme vous l'avez rappelé, toujours un déficit, bon, même si c'est une révision technique, mais de toute façon le déficit et la dette sont élevés en tant que tels et n'ont pas beaucoup changé depuis quelques années. Donc forcément ça pèse. Donc si je vous suis, peu de croissance, mais plutôt une bonne nouvelle dans le contexte actuel. Ça nous protège en fait. Ou en tout cas c'est ce qui nous protège qui fait qu'on n'a pas beaucoup de croissance. C'est souvent mis en avant. C'est un modèle social, donc on peut s'en réjouir pour certains, d'autres peuvent le déplorer, puisque ça veut dire qu'effectivement peut-être qu'en France on sera toujours dans une espèce de situation un peu mi-figue, mi-raisin. Alors justement, il y a des pays où cette situation pour le coup est plus catastrophique, je pense qu'on peut même employer le mot, c'est les pays émergents. Alors il y en a plusieurs, il y a le Venezuela, il y a eu la Turquie pour d'autres raisons, il y a l'Argentine qui connaît une inflation sans précédent, une dévaluation de sa monnaie, des mesures assez strictes qui ont été prises. Qu'est-ce qu'on peut en penser de l'Argentine? Alors en effet, le problème des émergents est souvent se produit lorsque il y a des changements en termes de politique monétaire, en particulier des États-Unis, parce que les émergents, évidemment, au niveau des flux des dollars, vont beaucoup dépendre en fait des taux américains. C'est attribué du coup à la hausse du dollar. Le dollar monte et les émergents du coup sont... Disons que les émergents auraient eu des problèmes, mais les problèmes émergent, si je puis dire, en raison en fait de ces changements de direction de politique monétaire et de taux d'intérêt. Donc quand on est dans des contextes très bas de taux, effectivement vous avez des flux qui vont aller sur des positionnements plus risqués pour retrouver du rendement. Et quand en fait les taux des pays moins risqués en fait réaugmentent, eh bien, vous avez des flux inverses qui va entraîner en fait pas une fuite, mais disons que les flux vont dans l'autre sens. Dans le cas de l'Argentine de toute façon ne va pas bien depuis de nombreuses années en raison de la crise du début des années 2000 et de l'héritage Kirchner. Bon, maintenant, Macri est arrivé au pouvoir il n'y a pas si longtemps, c'est un peu plus d'un an. Il est plutôt orthodoxe, si on veut le qualifier comme ça. Donc effectivement, le cas argentin n'a pas les mêmes racines actuelles que le cas turc, mais il a les racines anciennes. Et l'un des démons en fait de l'Argentine, c'est de gérer en fait sa dette également et ses déficits. Alors là, pour le coup, ils ont pris des mesures drastiques. Ils réduisent les dépenses et ils ont augmenté les impôts à l'exportation. Complètement. Donc les impôts à l'exportation, on le regrettera puisque on sait très bien que toute entrave au commerce en fait n'est jamais favorable au pays qui prend la mesure. Mais néanmoins, en effet, ils sont pas. C'est pour ça d'ailleurs que le FMI les suit, parce qu'ils sont orthodoxes, si on veut le mettre comme ça. Mais ils ont vraiment un vrai problème historique de ce qu'on appelle de monétisation de la dette et de monétisation du déficit, excusez-moi, et donc qui fait que leur monnaie pâtit en fait de cette incapacité à juguler les déficits et juguler la dette. Et c'est ce qui est aujourd'hui le problème de l'Argentine, qui a continué à créer de la monnaie pour financer tout simplement les déficits. Donc tant que ces problèmes n'est pas résolu, et il est difficile à résoudre parce qu'en Argentine, l'État fédéral en fait est solidaire des provinces. Donc dans un pays qui est sans doute où la corruption est quand même élevée, enfin ça fait partie des maux récurrents de l'Amérique du Sud. Et bien évidemment, si l'État fédéral n'arrive pas en fait à discipliner les États provinciaux, eh bien voilà, elle est obligée de payer en fait ce qui n'est pas contrôlé. Donc si je vous suis bien maintenant, donc on parle de la Turquie, on parle du Venezuela, de l'Argentine, on parle même plus récemment du Brésil. Chacun en fait ont leurs problèmes internes, mais cette hausse du dollar en fait a permis de les mettre en exergue et du coup de précipiter un petit peu les chutes ou en tout cas les problèmes actuels. Complètement, c'est-à-dire que dès lors que les capitaux ont un rôle spécifique dans des pays où il y a des problèmes en fait plus profonds, dès lors où ces capitaux vont aller ailleurs, bien évidemment ce sont
premiers pays à pâtir, puisque du coup les investisseurs partiront de ces zones plus risquées. Alors on parlait de la France, vous m'avez répondu entre autres tensions commerciales aux États-Unis, on parle de l'Argentine et autres, on parle hausse du dollar américain. Du coup, il nous reste qu'à parler des États-Unis et de ces fameuses tensions commerciales. On a vu que devait y avoir un accord avec le Canada au sein de l'ALENA. Ils ont l'air de pas en être forcément sûrs. Je parle de M. Trudeau d'un côté et de M. Trump de l'autre. Et même là, avec la Chine, ils ont discuté cette semaine. Et Donald Trump a l'air de dire que c'est pas si évident que ça en a l'air de trouver un accord avec la Chine. Donc en fait, on est reparti pour une rentrée de tensions commerciales. Complètement. Donc avec la Chine, c'est en effet préoccupant parce que en fait, il y a eu beaucoup de taxes qui ont été mises en œuvre et on parle donc d'aller jusqu'à 360 milliards, ce qui représenterait 2/3 en fait des échanges bilatéraux entre la Chine et les États-Unis. Bien évidemment, ça commence à devenir conséquent. Là où au début c'était plus de l'effet d'annonce et on parlait plus de 50 milliards et autres. Oui. Et là par contre on est rentré dans une vraie guerre commerciale. Voilà. Donc là si on en arrive là, ça peut avoir des dommages importants. Et d'ailleurs c'est pour cette raison qu'aux États-Unis vous avez eu des manifestes qui ont été écrits par les entreprises, puisqu'elles sont évidemment touchées au premier titre. Les entreprises américaines de la tech seront victimes de ces tarifs dans leur réexportation aux États-Unis. Donc on voit bien que ce jeu en fait ne profitera absolument à personne. Les Chinois n'y gagneraient rien et les États-Unis encore moins que les Chinois sans doute. Et les Européens, pas tellement plus en fait. Exactement, pas tellement plus, puisque là aussi on craint la possibilité d'avoir une taxe sur les voitures et à ce titre effectivement l'Allemagne est préoccupée. Un feuilleton à suivre du coup régulièrement, tous les jours, si ce n'est toutes les heures. Je pense que Donald Trump se chargera de nourrir l'actualité. Exactement, sur Twitter, son média préféré. Voilà. Merci beaucoup Nathalie Janson. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes professeure associée d'économie au sein de Neoma Business School.